Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régime. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Jean-Hugues Live. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment il faut le dire le bonjour? Comme vous voulez. Bonjour. Abat-jour. Abat-jour. Abat-jour Meurthe-Moselle. Abat-jour. Alors, je ferais juste, on dit lime ou on dit lime? Oui. Comme on veut. Comment Oh, c'est dire joli, lime. Moi je l'ai dit en anglais. Alors, voilà. Live, c'est joli. C'est joli, Lime. lime. On va lancer le truc. Allez, Voilà. Lime. notre célèbre. My name is Lime. Voilà. Hello. Hello, my public. Donc, Et puis notre poétesse, Patricia Georgie. bonjour la poésie. Bonjour Lime, bonjour Régine. Non, Lime, Oh, Lime. Lime, pardon. Putain, on a dit Excuse-moi. on recoupe, on recommence alors. Oh, bonjour. Alors en fin de compte, vous êtes réalisateur, scénariste et écrivain. Oui, enfin bon, non, c'est des trucs, j'ai fait des trucs, mais bon, maintenant je suis plus rien. Ça c'est une autre paire de manches, ça. Mais à la base, c'était ça. Non, j'ai fait des trucs, voilà. On a fait- à la base, Bon, à des la trucs. base, j'étais enfant, après j'ai été dans la marine nationale, après j'étais ça, c'est plein de chômeur, choses. Oui, après oui. j'ai été, etc., etc., Oui, 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 etc. mais ça, je vais vous dire plein de trucs. Voilà. Plein de trucs sur vous que vous connaissez même pas, ça se trouve. Après, je me suis amusé à faire des films, après je me suis amusé à faire des spectacles, après j'en ai eu marre, après, etc., quoi. Bon. Vie remplie. Je suis pas réalisateur, je suis pas, là maintenant, là, je Ouais. suis plus rien. Bon. Et il nous parlera après, mais on y reviendra, sur l'apologie de la fainéantise. Ah, peut-être, oui. C'est tout un programme. alors. Exactement. Mais c'est une passion. Suspense. Alors, Une passion. Jean-Hugues, vous avez commencé vos débuts au théâtre de Bouvard, qui était une émission que tout le monde connaît, humoristique. C'est un peu oublié maintenant, hein, quand même, hein. Oui, C'est un bah, peu has-been. Ou alors, pour les moins de 50 ans, c'est mort, hein. c'est mort. Bon, enfin, tant pis, hein, moins de 50 ans. Il y a plus de 50 ans Ils nous qui le emmerdent, regardent les moins de aussi. 50 ans. Ils ont qu'à tous crever, tous ces connards. Le jeune est un con, alors que, pourquoi, il y a des jeunes, ça devrait être interdit. Mais je suis sûre que si on parle des inconnus, peut-être que les moins de 50 ans vont se rappeler d'eux. À cause des vidéos sur Sur les premières... sur Internet, ouais, qui sont voilà. excellentes, les extraits de... Voilà, le grand Monsieur Bouvard. Alors moi, je voulais lui poser la question, mais là, je sais plus trop ce qu'il va nous faire. Comment décrirez-vous votre style d'humour? Ben non, je sais pas. Non, je sais Non, pas. pas du Bah tout. si, mon style, Si. c'est ce qui me fait rire. Voilà, c'est ce qui m'amuse au moment où j'ai envie de le faire. de le faire. Ça me fait rire ou pas. Puis des fois, ça me fait plus rire après. Vous voyez, non, j'ai pas de, j'y pense pas à ça. Je m'en fous. C'est spontané, quoi. Ça vient, c'est. Voilà, c'est comme un jeu. Les jeux les enfants qui jouent dans la cour d'école, ils jouent, ils s'amusent, ils réfléchissent pas à forcément. À ce qu'ils vont faire. Voilà, que je vais jouer comme ça. Non, ils jouent. Mhm. Moi je joue pour jouer, je m'amuse. Enfin, je m'amusais parce que maintenant j'ai plus beaucoup de public, j'ai plus personne. Non, mais un petit peu d'absurde quand Il y même. a plus personne. Oui, peut-être. Il y a un petit peu d'absurde dans ton humour Je sais pas. que d'autres Vraiment, n'ont pas utilisé. Non? Non, enfin, moi j'ai fait beaucoup d'humour politique. Ah. J'ai adoré ça. Ah oui. Avec, j'ai appris en voyant les artistes qui me plaisaient. Bon, moi je suis, mon école c'est Coluche, Bedos, Fontéval, des Oui. gens comme ça. Bon, évidemment, on parle de gens, évidemment, que Alors là- c'était le millénaire dernier, ça vous dépasse, ça vous dépasse. Et alors, c'était très engagé, c'était très virulent, j'adorais ça, moi. Des proches? Des proches. des Bah proches. oui, Alors, des les proches, proches. le top, Ah bah oui. top, oui, top. oui. Je vais serrer la main. Moi-même, personnellement, avec cette main-là, je vais lui serrer la main. Et j'étais ému quand je l'ai rencontré. Sûrement. quand je l'ai rencontré. Parce que c'était quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. J'ai toujours l'admiration artistiquement pour lui. Oui. On a toujours qu'une personne auquel on est ému quand on le voit, que ce soit chanteur, hein, ou acteur. On a toujours quelque chose en soi. Bien sûr. Alors moi, personnellement, pas des proches, plus qu'un autre, je veux dire, mais en l'appréciant beaucoup. Moi, j'étais plutôt... Ou alors là, est-ce que c'est le Luron, peut-être? Thierry? Ouais, Mhm. Thierry C'était Le Luron. très politique aussi. Voilà, le non, mais Luron. moi j'ai toujours beaucoup aimé, même Anne Romanoff, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup son travail humour et politique. Mais c'est vrai que des proches, même si j'appréciais son travail, j'étais pas, surtout à cette époque-là, en étant jeune fille, trop crash quoi. J'étais pas tellement crash, donc il y avait des moments où ça
ça allait un petit peu trop loin. Voilà. Donc c'était pas une idole, mais j'ai beaucoup apprécié son travail d'écriture, bien évidemment. Ouais, bien évidemment. Voilà, toi qui connais Jean-Hugues, est-ce que tu pourrais dire que c'est un pince sans rire? Un peu. Donc en fait, il faut quand même juste dire à nos auditeurs que la dernière fois que j'ai vu Lim, il y a pas très longtemps, on devait avoir 26 ans. Ben c'était hier. On était jeunes, beaux, intelligents. On n'avait ni les cheveux blancs pour moi, ni la barbe blanche pour toi. C'est tellement formidable de se retrouver presque après. Je le souviens. Toujours. Et oui. Jeune et beau. Et c'est vrai c'est ce qu'on pourrait dire, oui, un pince sans rire, un peu d'absurde, de pince sans rire. Tu l'as connu où? Je l'ai connu, au théâtre de Beauvoir, puisque j'ai participé pendant quelques mois. Et comme je lui disais tout à l'heure, j'ai souvenir que ça faisait partie de mes bons copains, avec une petite complicité. J'étais plus proche de lui ou de Richard Taxi que des autres, que de Bourdon, Smaïn aussi, Pascal Légitimus. Oui, j'étais assez proche de Pascal Légitimus. Voilà. C'était pas du tout le même humour, mais Lim me faisait beaucoup rire. Oui, quoi qu'il en soit. Je faisais du mime, moi. Toi, tu faisais le mime en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Très Jerry Lewis. Ouais. Ah oui. Bon, c'est ça. Il faisait énorme. À l'époque, c'était Jerry Lewis. C'est après, en vieillissant, que j'ai découvert, je me suis intéressé à d'autres. Voilà. Mais au départ, adolescent, c'était mon idole. C'était quand j'avais 14-15 ans, je voulais devenir le Jerry Lewis français, quoi. Il y avait Michel Leb, alors ça, il m'a barré la route. Il m'a écrasé, mais à cause de lui. Je suis malheureux. Pour le peu, tu faisais plus de grimaces que lui, parce que lui, il utilisait des grimaces en plus, le coup des narines qui ressemblent, les Ray-Ban qui ressemblent aux narines. Aujourd'hui, tu vois, ça passe plus du tout. Tu faisais du mime. Toi, tu faisais du mime. Je faisais beaucoup de mime. Parce qu'il était grand et svelte. Oui. Tu étais même un petit peu, voilà, tu étais un petit peu même plutôt mince, donc il était des grands bras, des grandes jambes. Voilà, c'est ça. Ça faisait rire. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour devenir humoriste? Il y a bien un personnage. Les gens se marrent. Les gens se marrent. Alors donc, je me suis dit, tiens, si j'arrive à faire marrer, je vais en vivre. Je vais peut-être pouvoir échapper au travail, à une carrière. Je voulais pas travailler, moi. C'était mon obsession. Je voulais pas travailler. Je voulais pas travailler. Je voulais tous les gens qui travaillaient, qui se plaignaient du travail. J'ai vu mes grands-parents, ma mère, mon père se crever au boulot. Et je les voyais enfant, je les regardais, j'ai dit, mais moi, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je trouve une solution. C'est pas possible, quoi. Et en plus, je foutais rien à l'école, j'avais horreur de l'école. J'aimais rien, en gros. C'est triste, ça, quand même. Hein? C'est triste. Pas une matière. Oui, j'aime vivre, mais j'aime pas faire d'efforts. Faut que ça vienne tout cuit. Voilà, presque. Il faut que ce soit facile, sinon ça m'emmerde. Et puis moi, voilà, qu'est-ce que je vais m'emmerder à m'emmerder, quoi. Je veux dire, je vais pas. Voilà, alors donc c'était facile pour moi de faire rire, ça m'amusait de faire rire. En plus, j'aimais bien, j'adorais ça. Et puis je me suis dit, si j'arrive à trouver la combine pour gagner du pognon en faisant rire, je suis le roi, quoi. Bah oui, oui. J'ai plus besoin de travailler. Oui, sachant que c'est un travail. Oui, mais qu'on choisit à ce moment-là. Oui, je pouvais pas me lever le matin, j'ai jamais supporté de me lever le matin. Même encore aujourd'hui, ce matin là, il a fallu que je me lève pour me laver, pour prendre une douche. Ah bah quand même. Fallait que je parte à 12h30. Et il fallait que je parte à 12h30 déjà. Ben, c'est tard 12h30. Mais non, ça commence à peine là. Attendez, à quelle heure vous vous couchez? Je sais pas, je regarde pas, j'ai pas d'heure. Y a pas d'heure. Mais non, je bois un café à 3h du matin. Mais parce que vous n'avez pas de contraintes, c'est pour ça. J'ai aucune contrainte. J'en ai jamais. Et en fait, il a essayé, de passer à travers. Finalement, on parlera des livres que tu as écrits quand même, parce que tu en as quand même plus d'une dizaine. Et quand on sait le nombre d'heures et d'années sur lequel on peut travailler, par exemple, sur un roman historique, pour le peu, t'as quand même bossé. Non. C'est pas un travail, non? Non. C'est un plaisir d'écrire. C'est une activité occupationnelle. C'est comme quelqu'un qui aime faire du sport, des jogging, qui aime faire de la pétanque, qui aime faire des voyages, qui aime faire voilà. J'aime écrire et quand j'écris, j'oublie tout et je suis bien. C'est un autre monde. J'adore ça. Voilà. Et pas payer, pas publier, c'est pas grave.
Il faut bien vivre. Ça. Non, mais je me démerde, ça. C'est un lobby. Je me démerde pour vivre. D'accord. Voilà. Tu rentres pas dans les détails. Voilà, c'est le private. Mais voilà, je me suis toujours organisé pour pas tomber dans la clochardisation, dans le trafic de drogue, dans la prison. J'ai toujours un peu trouvé l'équilibre. Voilà, parce que l'argent m'intéresse pas, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir suffisamment pour avoir le temps. Voilà, ce que je me suis payé, c'est du temps. Du temps pour écrire. Du temps libre. Du temps libre, voilà. En fin de compte, ce qui coûte très cher, ce qui coûte cher, parce que peu de gens ont du temps libre pour ce qu'ils aiment. Pour moi, c'est le luxe. C'est le luxe. C'est le luxe. C'est pas la réussite, c'est pas l'argent, c'est pas. Voilà, c'est pour moi le vrai luxe. C'est la liberté. C'est d'avoir une vie libre. Ah, mais je vous comprends. Mais des fois, ça coûte cher. Une journée qui se déroule devant toi, voilà, open, quoi. Y a pas sans contrainte, c'est très compliqué. Non, mais c'est très dur, ça coûte très cher. Absolument. Ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Absolument. Voilà. Je suis d'accord avec vous. J'aime vivre, j'aime la vie à cause de ça. Vous êtes quand même épicurien de la vie, tout compte fait. Bah, épicurien, je ne sais pas trop. Non. Ça veut dire. Épicurien, c'est. Ça m'emmerde ces mots-là. Non, j'ai du plaisir à vivre à condition d'être libre, d'être dégagé, d'avoir la vie dégagée devant moi et de faire, voilà, d'avoir le plaisir d'exister, c'est le plaisir de la vie sans contrainte, sans être vulgaire, en un mot, ne pas être emmerdé. C'est ça. De pas emmerder les autres. Je t'ai jamais emmerdé, je t'ai jamais emmerdé. Ah si, je suis peut-être emmerdé. Est-ce que je vous ai emmerdé? Est-ce que je vous ai emmerdé? Mais est-ce que non plus. Personne. Non, mais je fais attention en plus. Attention, c'est facile d'emmerder le monde. Hein. Ah, c'est très facile, absolument. Même sans s'en rendre compte. Oui, absolument. On peut être blessant. À l'insu de son plein gré, comme disait l'autre. Et puis surtout de pas me laisser emmerder. Alors, je me mets en position de fuite. Donc, souvent, je fuis. J'ai passé beaucoup de temps, d'énergie à fuir. C'est-à-dire à sortir du contexte qui vous plaisait pas. Donc, j'ai fui le showbiz, j'ai fui le spectacle, j'ai fui le cinéma, j'ai fui. Pourquoi? Parce que ça vous emmerdait? Ou parce que c'était, où il y avait trop de pression, où il y avait trop de pression sur vous? Oui, au bout d'un moment, ça finissait par m'emmerder. Par exemple, le théâtre, c'est un métier vachement de contrainte et de répétition. L'air de rien, on passe sa vie à répéter. Alors d'abord, on commence par répéter son texte, il faut l'apprendre par cœur. Alors on ressasse. On répète. Après, il faut répéter la mise en scène. Il faut apprendre la mise en scène, il faut répéter. On fait des répètes. Et après, quand on joue, on répète. Tous les soirs, on recommence. Il faut répéter. Et au bout d'un moment, je me disais, mais ça m'emmerde ce boulot. Faut que je trouve autre chose à faire. Et l'écriture, c'est le seul domaine qui vous emmerde pas. Non, parce que c'est tellement compliqué que j'en vois jamais le bout. Et comme ça rate, parce que c'est mauvais, ce que j'écris, ça me plaît pas, donc je recommence. Mais ça me dérange pas. C'est pas grave si c'est mauvais. Ça dérange personne. Donc, je passe des heures, des mois, des années, comme ça, ma vie. Je traverse la vie comme ça. Alors la question que je voulais vous poser justement parce que vous venez de dire à l'instant, quand j'écris, des fois je reprends parce que c'est raté, je reprends. Mais souvent on dit, quand on écrit un livre, il faut aller jusqu'au bout et à ce moment-là revenir sur ses écrits. Est-ce que vous le faites en cours de route? C'est pour ça que ça prend du temps parce que vous revenez dessus ou vous attendez la fin du livre? Non, c'est un perpétuel recommencement. C'est-à-dire que on relit, on recorrige, on relit ce qu'on a corrigé, on recorrige ce qu'on a les corrections, et ainsi de suite. Vous, c'est comme ça que vous fonctionnez. Bah oui, parce que ça va pas. Il y a un problème de rythme, il y a un problème de compréhension, il y a un problème ça va jamais, en gros. C'est vrai. C'est une lutte contre. C'est vrai. Ah, mais en fait, un manuscrit, on pourrait ne jamais être satisfait. Ah, ben, je pense qu'il y a des éditeurs qui disent stop, c'est bon, là je le prends, on bouge plus. Mais celui qui l'a écrit pourrait très bien revenir dessus. Ah oui. Oui, je sais pas. Oui. Publié, si des fois je jette un coup d'œil, c'est pour ça que j'aime pas faire des lectures et tout, parce qu'au moment de lire, voilà. Ça va pas.
une longueur. Là. On n'est jamais satisfait. Moi, j'ai repris ce que j'écris, tu vois. Ça fait 3 semaines, ça fait 2 semaines que je suis remontée, j'ai repris, pareil, justement, le rythme était différent. Ou alors le comment dirais-je, la conjugaison correspondait plus. Parce qu'on oublie. Oui, la syntaxe, les verbes entre eux, oui. Le nom des personnages qui changent en cours de route. Le même personnage change de nom. On se rappelle plus du, Paulette, 70 pages pour loin. Henriette. Oh, merde, c'est pas là. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. C'est vachement grave. mais Léonard de Vinci, la Joconde, il a mis 20 ans, 30 ans, il a retravaillé dessus. Mm-hmm. Bon, ça veut dire que, il y a quelque chose qui le dérangeait. Voilà. Et c'est pas pour rien si c'est le tableau le plus fascinant, enfin, qui attire autant de monde. Il y a certainement quelque chose. Le regard. Oui, vite, c'est le regard. Moi, je veux être meilleur que Marcel Proust, par exemple. Bon, j'y arrive pas. Voilà. C'est pas n'importe qui, Proust. Quand on voit les manuscrits de Marcel Proust ou de Balzac, on est sur le cul, quoi. C'est un effort, il refaisait tout le temps. Alors, je me dis, mais attends, oui, mais ça, c'est Proust et Balzac. Alors, moi, je suis pas Proust et je suis pas Balzac. Donc, moi, c'est par 10, quoi. Il faut que je retravaille. Il faut 10 fois plus d'efforts par rapport à eux. Oui, mais après, vous, c'est votre patte. C'est sa main à lui, c'est son écrit à lui. Ce que je te disais, à un moment donné, quand on écrit un peu plus, un premier livre, peut-être pas, et quand bien même, on n'a peut-être pas encore sa patte, mais au bout d'un certain temps, je pense qu'on a une manière de mettre les adjectifs, serait-ce que quand de mettre les adjectifs, il y en a qui les mettent avant, il y en a qui les mettent après. Et quand on commence à lire un chapitre, on s'habitue à une syntaxe comme ça. Et je pense par exemple à Christian Bobin. Bon, pour le peu, ça reste un poète, mais qui a écrit comme des romans poétiques ou des nouvelles poétiques. Mais il avait une manière pour faire la même image de mettre un adjectif 2 mots avant. Voilà, et donc c'était sa métrique. Tu fermes les yeux, on te lit, tu sais que c'est du Bobin. Mais il le dit lui-même, ça n'est pas venu au début. Oui, tu t'améliores. Non, c'est au-delà de s'améliorer, c'est la patte de l'auteur ne vient pas au début. C'est pas spontané, non. C'est l'amélioration justement dans tes écrits, dans les textes. Et à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le scripteur. Il y a quelque chose qui est vraiment interne à toi, au-delà de tes apports culturels ou de tes travaux, de tes réflexions. Il y a quelque chose la phrase, elle sort avec ton propre rythme à toi. Et là, tu te dis, ah oui, ça y est, ça commence, voilà. Et c'est là qu'après, oui, alors, j'encense pas Marc Lévy, mais Marc Lévy, il a une façon aussi de construire, on voit bien, c'est pareil. Et ben après, les gens vont acheter du Marc Lévy parce que la rythmique leur a pris, voilà, ils se sont imprégnés. Mais c'est pareil, Marc Lévy aussi le disait dans un grand interview. Ça m'a pris du temps pour trouver ma patte. Mais ça prend du temps, c'est pas, ça se saurait si ça se faisait du jour au lendemain, les écrits. Des fois on peut faire un loupé, mais des fois on peut sortir une première œuvre, elle est magnifique. Ah oui, comment elle s'appelle, Bonjour Tristesse. Oui, Françoise Sagan. Françoise Sagan. Et quand elle a écrit qui a signé le contrat pour elle, parce qu'elle était mineure. Oui, exact. Et elle a vendu 10 millions d'exemplaires, son premier roman, qu'elle a écrit en 3 mois, elle a vendu 10 millions d'exemplaires. Et tous ses livres ont marché un petit peu moins bien. Après. Toute sa vie, ouais. Elle est morte, et après sa mort, ça a recommencé. Mais alors, les autres écrits qu'elle avait faits, pas Bonjour Tristesse. Non, après Bonjour Tristesse, elle a vendu 10 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que c'est unique unique dans l'histoire de l'édition. Il n'y a aucun équivalent. C'est un succès mondial instantané. Voilà. Le bouquin d'après, elle en avait vendu 9 millions. Le bouquin d'après, 8, 5, 4, 3, 100 000, 50 000. Ça a régressé. Elle a constamment baissé. C'est fou, ça. Il faut dire que c'est incroyable. Hein. Bonjour Tristesse, c'était un thème particulier, donc tellement révolutionnaire pour l'époque. C'est pour ça que ça a été très accrocheur. On pourrait imaginer que en tant qu'écrivain, artiste, elle s'est améliorée entre guillemets. Elle a peaufiné son style. Non. Non. Enfin, pour le public, ça reste encore le premier. Ouais, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers le cinéma et l'écriture après moi, le comique? j'étais le Jerry Lewis français. Dans ma tête, je voulais faire du cinéma
voulais réaliser des films comiques, d'humour. Ah, c'était réaliser des films à ce moment-là. Voilà, je voulais comme Jacques Tati, j'ai rencontré Jacques Oui, Tati. très intéressant. Tout ça, j'étais admiratif, j'étais de Pierre et Tex. Donc je voulais faire du cinéma burlesque. Je voulais faire du cinéma burlesque. Et je suis arrivé à une époque, c'était Le Splendide, c'était les Bronzés. C'était un style complètement démodé, qui intéressait pas du tout. Et je me suis rendu compte que ça intéressait pas, quoi. C'était trop compliqué, trop difficile, quoi. Et donc, j'ai fait une dizaine de courts-métrages. Quand même, oui. Et puis j'ai fait un long-métrage. C'était quoi le long-métrage? C'est un film qui s'appelle Tête à Tête, qui est dans ma cave. J'ai les boîtes, maintenant. Oui. Depuis 30 ans. Les bandes, les bandes. Oui, des grosses bobines. 35 mm, oui. Ah oui. Ça remplit une pièce. Voilà, c'est énorme. Et puis j'ai fait un film avec Dupontel aussi, avec Albert Dupontel. Ah oui. En tant que comédien ou réalisateur? Moi, en tant que réalisateur, je l'ai embauché comme comédien. Il était jeune comédien et je l'ai connu au Tintamarre, comme ça. Il venait draguer la régisseuse. C'était une très belle femme. Et il faisait son numéro dans le café en face. Il venait d'arriver à Paris. Et il était dans un cours de théâtre. Il prenait des cours. Et puis je le voyais faire son numéro. Comme ça, je lui dis mais t'es comédien? Ouais. Il faisait des sketchs comme ça à table, quoi, au café, quoi. Il faisait son numéro. Il me faisait marrer. Je lui dis oh putain, t'es vachement marrant, toi. Oh, à ce moment-là, j'avais une proposition pour faire un producteur qui m'a proposé pour réaliser un court-métrage. Et je l'ai embauché dans le film. Il a un rôle, et alors, il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, je sais pas, tu feras ce que tu voudras. C'est bien. Il avait jamais joué. Ah, mais ça, c'est excellent, parce que je le voyais. Alors, je le voyais jouer. Je disais, mais il est autonome, il va se démerder. Alors, on a fait un scénario, puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu voudrais faire là-dedans? Alors, il regardait, il disait, bah tiens, je pourrais faire ça. Ouais, d'accord, on va le faire. Ouais, c'était bien pour lui, parce qu'en général, on leur donne des directives. Voilà, si tu dois faire ça, tu dois faire ça. Oui, non, mais moi, je pars du principe que des artistes de talent, des grands artistes, c'est spontané. Il faut les filmer pour ce qu'ils sont, quoi. On va pas diriger les grands artistes. On les filme, quoi. On leur demande, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose? Est-ce que tu vas pouvoir faire... Et on peut pas, nous, imaginer ce qu'ils vont sortir. Mais oui, un type comme De Niro, un type comme De Funès, un type comme Depardieu, ils amènent quelque chose qu'on ne peut pas décider. On ne peut pas dire, voilà, je veux que tu joues comme ça. Moi, je me suis rendu compte de ça. Les grands artistes, les grands comédiens, c'est des gens qu'on filme, quoi. On met la caméra mais c'est ce que faisait Pagnol. Pagnol, quand il filmait Rému, il dirigeait pas Rému, quoi. Il lui donnait le texte et Rému se débrouillait, quoi. Et ce qu'on voit filmer, c'est Rému. C'est Rému qui a décidé de tout ce qu'il fait. Je jouais ça. Oui. On peut pas. Et c'est vrai que quand on regarde bien les projections des films, on voit bien que c'est impossible de demander à un acteur de jouer comme il joue. C'est trop. C'est des micros, c'est tout. La caméra filme tout, et on voit le visage, la peau, les yeux. Enfin, et Rému, bon, pour moi, c'est il crevait l'écran. Le plus grand acteur de l'histoire, et c'est toujours immense, quoi. Vous avez mis en scène Monsieur Galabru? Oui, Michel Galabru. Oui. Ben, c'est là que j'ai réfléchi sur ce que c'est qu'un acteur, quoi. Je me dis, oh merde. Alors, je me souviens le premier jour, je lui ai dit, je savais pas quoi lui dire, parce que moi j'étais réalisateur, je savais pas quoi lui dire. Alors je suis arrivé avec le scénario, un peu tremblant. J'ai dit voilà, Michel. Alors voilà pour le rôle, il m'a dit, t'inquiète, tu vas voir, je vais te faire un truc, tu vas me dire ce que t'en penses. Oh, j'étais soulagé. C'est bon, allez, on tourne, moteur. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, on va voir, il va le faire. Mais il avait fait 500 films, donc il avait une maîtrise. Il avait lu le scénario, il savait exactement comment le faire.
Et ça a été sensationnel. J'ai dit, oh, c'est bien, hein. Bah oui. Mais en fin de compte, je me suis aperçu que les metteurs en scène, les grands metteurs un metteur en scène, c'est quelqu'un qui embauche un acteur. Quand on a un grand acteur, il y a plus grand chose à faire, je vous assure, hein. Je vous assure, hein. Il y a le mec le directeur photo qui fait la photo, il y a le costume, il y a la costumière, il y a le décorateur. Et bon, bah après, on regarde ce qui se passe, quoi. C'est passionnant d'ailleurs. Sûrement. Non, vous avez écrit. Non, c'était juste sur Dupontel. Juste, en fait, c'est toi qui l'as fait tourner en premier. Oui, c'est ça. C'est son premier film. Et il t'a fait tourner dans ses films. Il n'avait jamais joué. Est-ce qu'après dans ses films, il t'a fait tourner? Jamais. On s'est engueulé après. Voilà. C'est pour ça que je voulais savoir. C'est dommage. On avait un projet de long métrage. Et moi, à ce moment-là, on avait commencé à écrire un film. On avait commencé à écrire le scénario. Et puis le cinéma m'a emmerdé. C'était trop dur pour moi de chercher de l'argent, d'appeler. C'est là que j'ai abandonné le cinéma, quoi. Et lui, il était à une période où il était super demandeur, mais il était tellement fort que il a très bien rebondi, tout ça, il s'est débrouillé. Vous lui avez quand même mis grand étonnement, il a fait une carrière incroyable. Incroyable, bien sûr. Ouais, c'est quand même vous qui lui avez mis le pied à l'étrier. Non, vous pensez qu'il l'aurait fait spontanément? Enfin, il aurait eu la chance de parce que le film qu'on a fait, il a été mis au placard. Malheureusement, il a pas le producteur, tout ça. J'ai jamais réussi à bien fonctionner avec le cinéma. Je me suis un peu planté, quoi, il faut le dire. Et ce que fait Dupontel dans le film est très bien, mais le film est pas trop bien, pas trop. Bon, bref, ça s'est mal goupillé, quoi. Mais peut-être que c'est quand même été l'étincelle. Non, même si le film est resté au placard. Non, après il a rebondi, il a fait un one man show, et c'est Patrick Sébastien qui l'a lancé vraiment, qu'on a fait une star. C'est Patrick Sébastien. Moi, le hasard a fait que j'ai rencontré ce mec-là, que j'ai trouvé génial, que j'ai embauché. Il a fait son premier film, mais c'est pas ça qui l'a aidé, non. D'accord. Non. Et vous avez écrit aussi Comment je suis devenu Jacques Brel. Alors pourquoi ce titre? C'était un scénario. J'étais très copain avec Jean-Pierre Jackson, qui était un distributeur de cinéma. Et un jour, qu'est-ce qui se passe un jour? Je l'emmène voir Las Palais et Chevalier, qui étaient des copains. Et puis il me dit, j'ai un producteur pour faire un long métrage. Il faudrait écrire un film. Alors je dis oui, est-ce que tu peux écrire un film pour Las Palais et Chevalier, avec Las Palais et Chevalier? Je cherchais une idée. Et j'ai pensé à faire Don Quichotte et Sancho Panza. Je les ai vus dans les personnages, parce que j'adore Don Quichotte. Je trouve que c'est un personnage génial, quoi. Enfin, le couple, Don Quichotte et Sancho Panza. Je suis un fan total. Et puis, je me suis dit, oui, mais il faut les transposer dans l'époque moderne. On va pas les déguiser avec une armure. Le cheval, puis le moulin avant. Je me suis dit, il faut transposer Don Quichotte et Sancho Panza dans l'époque moderne. Et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui les Don Quichotte et les Sancho Panza? C'est des gens qui rêvent à star. Avant, ils se rêvaient chevalier, au temps la Renaissance. Don Quichotte, c'est un type qui se rêve chevalier. Et là, c'est un type qui se rêve star de music-hall. Et donc, je suis parti comme ça dans un délire. J'ai pensé à Jacques Brel parce que Jacques Brel a adapté Don Quichotte. Il a fait une très comédie musicale. Voilà, une comédie musicale américaine qu'il a traduite et qu'il a jouée à Bruxelles et à Paris, et qui est absolument un truc sensationnel, quoi. C'est un classique, c'est merveilleux. Et puis je me suis dit, tiens, il faudrait que Philippe Chevalier, je le voyais comme une espèce de type qui imite Jacques Brel, qui se prend pour Jacques Brel. Et qui va sur les marchés, qui est proche des gens. Sans ça dans un marché comme ça en province, en Franche-Comté notamment, à Morteau. Il rencontre son Sancho Panza et il voit Sancho Panza. Lui, il se voit Jean-Jacques Brel dans Don Quichotte et il voit le personnage. Il dit on va remonter la comédie musicale et c'est cette espèce de couple comme ça qui part sur les routes. C'est un vendeur de saucisses à la base. Ils ont une camionnette et ils partent sur les routes et ils revivent un peu le périple de Don Quichotte et Sancho Panza, mais la version
musical, quoi. Je me serais vu, je me verrais bien en haut de l'affiche, je me verrais bien, etc. Aznavour. Voilà, c'est-à-dire voilà, les wannabes là. Et puis le scénario, dès que je l'ai écrit, il a été complètement, ils m'ont jeté, enfin ça n'a pas marché du tout. Ils ont fait un long métrage, et puis après j'étais vexé, j'étais très vexé, très humilié. Pourquoi ils m'ont jeté comme ça? Et puis j'ai proposé après de faire une adaptation à mon éditeur à l'époque, au Cherche Midi. J'aurais dit voilà, je proposais ce scénario que j'ai adapté et ça s'appelle Comment je suis devenu Jacques Brel. Voilà. Et c'était un échec total. Le bouquin est tombé, mais vraiment comme dans un trou, quoi. Donc là, on est en 2010. Hein? On est en 2010, c'est ça? Le bouquin, quand il est sorti? Oui, ou après? Avant, 2000, on va dire 2002, 2003. Ah oui, au tout début. Parce que tu me disais que pendant, bon, tu as eu 10 ans à peu près d'édition au Cherche Midi. Oui. Et qu'en fait, il a plus ou moins bien vendu. Et puis ensuite, il a voulu changer un petit peu peut-être c'est ça. Tu penses que c'est ça? Bah, moi j'ai rencontré Pierre Dracheline qui était mon éditeur, quoi, au Cherche Midi, avec qui on est une histoire d'amour artistique, un échange de regards, on est tombé amoureux, quoi. Et on bégayait d'ailleurs, je me rappelle, on n'avait rien à se dire, on se parlait, on se regardait comme ça. Il m'a publié tous mes bouquins. Il est mort. Il est mort d'un cancer du poumon. Il fumait 2 paquets de gitane de maïs par jour. Ça aide pas, oui. Et il est mort. Et le jour où il est mort, ça a été fini, quoi, pour moi. Ah d'accord. Je savais que j'étais mort aussi, moi, artistiquement parlant. Oui. Parce que c'était Pierre qui me soutenait. En fait, vous aviez un écge qui était très dynamisant pour toi, sans doute. Ah, j'adorais. Il me demandait ce qu'il voulait, Pierre. Comme quoi. Tu vas faire le ménage, tu vas passer. Il n'y a pas de souci. Il pouvait me demander, mais ce qu'il voulait. On était vraiment. Donc c'est lui qui t'a demandé les. C'est un binôme, c'est une sorte de binôme. Oui, j'admirais. Je trouvais brillantissime, intelligent. Hypersensible, c'est un artiste aussi, c'est un grand écrivain et il a fait des très très beaux livres, Pierre Dracheline. J'adorais ce qu'il écrivait. Il a eu aucun succès de toute sa vie. C'est fou ça, hein. C'est qu'il y a des gens qui C'est un mec sensationnel. C'est lui qui t'a amené au roman historique? C'est lui qui t'a conseillé, enfin, qui t'a demandé ça? Non, c'est moi qui leur proposais. C'est toi qui lui as proposé ça, un roman historique. Le premier bouquin, c'est eux qui m'ont demandé. Le premier roman historique. Voilà, ils m'ont demandé de faire un bouquin sur Clipperton. Voilà. Justement, je vous en parlais. Clipperton, c'est quand même une histoire assez incroyable. Ouais. Hein, vous êtes rentré dans la marine nationale, vous avez fait un grand voyage au bord du Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, c'est génial. Et pourquoi alors? J'ai fait le tour du monde sur la Jeanne d'Arc. Ouais, c'est fou ça. Ouais, comme matelot. Alors justement, matelot deuxième classe. Attention. J'ai fini matelot première classe de réserve. Mais attention, faut se lever de bonne heure. Faut se lever de bonne heure là pour être matelot première. J'avais horreur de ça. J'ai battu le record de punition. J'arrivais pas à me lever. J'ai failli déserter, mais j'étais au Mexique, j'avais payé un mec pour venir me chercher avec un petit bateau. Le bateau était au mouillage, la Jeanne d'Arc était au mouillage dans le port, à Acapulco, et je voulais me barrer, puis je me suis dégonflé. Je me suis dit mais je vais partir dans une galère. Ah bah là oui. En plus j'avais pas de papier, j'avais pas d'argent. Je me suis dit, j'ai renoncé, mais j'en avais marre. Je suis devenu antimilitariste. J'ai haï l'armée, quoi. Moi, je suis antimilitariste violent. Quoi. Pour le coup. Je suis sûr que en cas de guerre, ils sont incapables de défendre la France. Mais incapables. Ah oui. Ah, c'est des nuls. Ils pavanent avec le Jeanne d'Arc. Des mauvais de chez mauvais, hein. Ils pavanent avec le Jeanne d'Arc. Ah oui, voilà. C'est peut-être tort de dire ça au micro, ceci dit. Les militaires, s'il y a une guerre, vous vous barrez, parce que les militaires, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Hein. Il n'y a aucune chance pour que... C'est dit au moins. J'ai horreur de ces gens-là. Vraiment, je les ai pris en grippe. J'étais pas spécialement antimilitariste en arrivant, mais alors en sortant, je suis devenu anarchiste, quoi. Antimilitariste. Très violemment. Et alors, pourquoi avoir écrit sur Clipperton, justement? On y est allé. Ça vous a plu? C'est un endroit qui vous a plu? C'est complètement fascinant. C'est la plus petite possession française dans le monde. C'est une île complètement déserte, plate. Vous avez un documentaire du commandant Cousteau qui existe, qui a été filmé là, voilà.
C'est dans l'océan Pacifique, c'est absolument au milieu de rien. Il y a rien. C'est assez fascinant. Et il s'est passé, il y a eu une sorte de fait divers très très étrange qui s'est passé. Oui, il y avait une sorte de garnison de militaires mexicains et avec des péons qui récoltaient le guano. Le guano, c'était l'engrais naturel miracle de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'engrais chimique. Donc il fallait remplir les cales des bateaux de guano pour pouvoir engraisser dans les champs. Bon. Et puis arrive la révolution du Mexique en 1900, je me rappelle plus bien, ça remonte à loin. On va dire 1911, 1912, et puis ils ont été oubliés. La révolution a fait que le bateau de ravitaillement qui n'allait plus les ravitailler. Non, ils ont été comme Robinson Crusoe, quoi. Tout le monde, les femmes, les enfants, les militaires, tout le monde, ils sont retrouvés abandonnés comme ça. Et là, je raconte tout ce qui se passe. D'accord. Voilà. Et oui, c'est incroyable, c'est un fait divers incroyable. Et il restait, quand on les a découverts 4 ou 5 ans plus tard, par hasard, c'est un bateau de guerre américain qui s'est arrêté. Il y avait des survivants ou pas? 3 ou 4 femmes. Et tout le monde était mort, décimé. Ils se sont assassinés entre eux. Manger, la faim. Horrible. La faim. Il vous avez quand même valu ce livre, le prix Botul. Ah, peut-être, oui, Botul, oui. Ah, bah si, je vous le dis, quand même, Botul. Vous connaissez Botul? Ça vous dit rien, non? Non, je vous mentirais. C'est drôle, ça. Oui, mais je vous mentirais si je vous disais. Ouais. Mais oui, c'est vrai, je sais pas ce que c'est le prix Botul, alors je vous laisse m'enrichir à ce niveau-là. Botul, c'est un écrivain, un philosophe qui a la particularité de n'avoir laissé aucune trace écrite de son œuvre. Donc, c'est Passepartout, vous me dites, là? Jean-Baptiste Botul. Et c'est un personnage imaginaire, en fin de compte. On a fait, c'est un canular, au départ, qui a été inventé par Frédéric Pagès, un copain. Enfin, c'était. Pagès. Encore un nos chemins se sont décroisés, comme on dit. Et comment dire, donc on a écrit des livres, on faisait paraître des livres sur Jean-Baptiste Botul, philosophe. Bon, alors c'était des conférences, c'était des choses comme ça. Et un jour, mais on disait pas que c'était un canular, que c'était un personnage imaginaire. On le présentait comme un vrai philosophe. Bon. Et un jour, un livre de Bernard-Henri Lévy a écrit un livre de philo. Je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. C'était sur la guerre. Où il cite Botul dans son livre. Ah, vous avez pris ça. Bernard-Henri Lévy a été attrapé. Il s'est fait choper, quoi. Et le grand Bernard-Henri Lévy, le grand philosophe, ne savait pas que Botul n'avait jamais existé. Ah, ça fait mal pour lui, ça. Ah bah non, alors ça a été un truc absolument scandaleux. Bah oui. Ça a fait un pataquès, on a rigolé. Surtout pour un philosophe. Ah, ça c'est il a passé pour un guignol qu'il a toujours été. Vraiment un gros con, quoi, vraiment de chez gros con. Et alors, il y avait tous les ans, il y avait le prix Botul. Et je l'ai gagné, mais je l'ai gagné par piston, hein, parce que... c'est bien. Moi, je faisais partie du groupe. De toute façon, tous les prix sont bidonnés. Hein. Voilà, là, vous allez vous faire des ennemis. Une annonce générale. Il va se faire des ennemis. Il n'y a pas un prix qui est pas bidonné. Moi, j'ai participé à un prix littéraire. C'était bidon. Moi, j'ai fait gagner mon copain. Ah. Bah oui. Pourquoi? Parce que quand il faut choisir un artiste, il faut choisir un roman, par exemple, pour donner un prix. Il y a 500 romans. Vous les lisez pas. Non, c'est pas possible. Non, donc ça, vous allez regarder. Sur la préface? Les gens vous connaissez. Vous avez un copain qui sort un bouquin. Le bouquin, il vous plaît vachement. Vous le trouvez super. Vous ne lisez pas les autres. Le copain, il a pas de rond. Il y a 5 000 euros à gagner ou 4 000 euros. Bah, vous allez lui faire obtenir le prix. Alors, attendez. C'est pas de la magouille, du piston. Est-ce que c'est de la magouille, le prix Jean Becker? Non. Non. Ah non, pas celui-là. Vous voyez, faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Non. Là, Jean Becker, c'est un réalisateur. Jean Becker, on est bien d'accord. Hein? C'est un réalisateur. Non, c'est un écrivain, Jean Becker. Ah, mais il n'y avait pas un réalisateur qui s'appelait Becker. Il y avait Jean Becker. Mais là, c'est Becker. Jean Becker. Alors, je connais pas non plus. On va apprendre plein de choses. Parce que moi, j'ai comme info
Ce prix-là, il a été composé par des écrivains et des journalistes engagés. Oui, c'est ça, voilà. Oui, critique sociale. C'est ça. Des gens très très bien. Hein. Donc il y a des vrais prix. Et là, tu as eu un prix pourquoi C'était la chasse aux enfants, je crois. C'est ça. La chasse aux enfants. C'est ça. La chasse aux enfants. Chez Fayard ou toujours Recherche Midi? Toujours Recherche Midi. Ouais. Chez Fayard, Ça fait un bouquin. un ou deux? Il m'a refusé le bouquin. Héraclès, le patron du Cherche Midi, m'a refusé le bouquin. Il m'a dit c'est pas drôle. J'ai dit c'est toi qui dis que c'est pas drôle. Moi je trouve ça drôle. Pourtant il y a des lecteurs qui corrigent. Alors, je me suis vexé, je l'ai donné au Mille et une nuits. Le Mille et une nuits chez Fayard et là ils l'ont accepté. Comme quoi. Le bouquin n'a pas marché. Ça me rappelle celle qui avait écrit Harry Potter. Et son premier Harry Potter elle a fait des tas de maisons d'édition qui n'a pas fonctionné. Il y en a un qui a eu l'intelligence de le prendre, et puis je crois qu'elle est plus riche que le roi d'Angleterre. Elle a fait toutes les séries, tout confondu, hein. Elle est très 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 riche. Moi je pense que j'aurais été éditeur, j'aurais jamais publié ça. Parce que il y a tous les éléments pour que ça fonctionne pas. Non. C'est un énorme pavé. Oui, c'est vrai. C'est un délire de magie, etc. On se dit mais qui va lire ça, quoi? Comme quoi? Qui va lire ça? Et pour le peu, c'est quand même le livre que la jeunesse de ma fille et même un petit peu avant, donc ceux qui ont 40 ans ou 45 ans aujourd'hui, et tous les jeunes, enfin une bonne partie, c'est un des rares livres. Un des rares. C'est unique dans l'histoire de. Et alors comme tu dis, avec un pavé comme ça, qui tombe partout. Parce qu'en fait, il y a eu la trilogie au départ. Ils ont fait la bonne cheval sur un balai. Et ça les a passionnés. Et à Noël, ils attendaient tous savoir les. Ah mais la magie, le succès est toujours exceptionnel et toujours. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. On ne sait pas. Oui. Moi, je me souviens très très bien. J'ai une image comme ça dans ma tête. J'étais sur mon 2 roues, ma moto. Je passe au cinéma Le Bretagne à Montparnasse. Et je vois l'affiche d'un film. Un mec sur un vélo jaune avec une casquette de facteur, Danny Boone avec une gueule de travers, d'abruti. Bienvenue chez les ch'tis. Ah oui. Quand je vois ça, je dis ça va être une merde ça va pas marcher. C'est une comédie à con. Oh là là, 20 millions d'entrées. C'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Alors, je me suis dit là, Lim, arrête le cinéma. Tu n'y comprends rien, tu n'y connais rien. Alors moi, je voulais vous demander quel est le défi que vous avez rencontré en passant de la scène à l'écriture. J'ai toujours écrit, moi. Même avant. Oui, parce que moi, je faisais du café-théâtre. Même les sketchs, en fait. Parce que chez Bouvard, on écrivait nos sketchs. Okay, absolument. Voilà. C'est l'école du café-théâtre. C'est l'école du café-théâtre d'écrire ses sketchs. Le théâtre et le café-théâtre, c'est que on écrit nous-mêmes. Et ça me plaisait beaucoup. Et moi, j'ai eu l'école du musical, l'école du café-théâtre, c'est qu'on arrivait avec nos spectacles, on écrivait, quoi. C'était la tradition. Enfin, tout le monde faisait ça. C'était normal. Oui. On jouait, on écrivait, on devait jouait. Écrire, exactement. On s'employait soi-même. Ouais. C'était ça la garantie. On s'employait soi-même. On chantait tout le système. C'est-à-dire qu'on allait sur une scène et on touchait le public. Et là, on bouffait. Parce que les gens payent. Si on fait rire, les gens, si on fait rire, on est nourris. On mange si on fait rire. Si on fait pas rire, on ne mange pas. Donc là, en termes d'actualité, tu as deux livres qui sont sortis, le secret Polichinelle. Rappelle-moi un petit peu les deux derniers. Qui ont été édités par... Alors le premier c'est le Polichinelle, le deuxième, je me rappelle plus. Le troisième, il y en a 3 qui sont sortis. Enfin, qui sont finis, quoi, que j'ai mis en vente, quoi. Ouais, qu'on trouve sur Amazon. Sur Amazon. Et puis il y a le Boomerang de Nietzsche, qui est un bouquin un peu de philo, de marrante, quoi, qui est très botulien dans l'esprit. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a un qui s'appelle l'école. Il y en a un qui s'appelle l'école. C'est autobiographique, on va dire. Voilà. Je me souviens, quoi. Voilà. Ça sera un travail littéraire. Ça sera le combien de livres alors que vous avez écrit en tout et pour tout? De publier? Oui. Publier, ça va faire 12, 13, 14, je sais plus. Bon, pour une personne qui aime pas se lever, qui aime pas être contrainte. Non, mais il
il y a des milliers de pages parce que j'ai à peu près 50 manuscrits. J'adore écrire, mais moi je me lève et j'écris, donc ça s'accumule à une vitesse incroyable. D'accord. Donc j'ai mon journal, j'ai des poèmes, j'ai des textes politiques, j'ai des sketchs. C'est une espèce de coulure perpétuelle, permanente. Mais parce que c'est mon plaisir, hein, Puisque vous écrivez tout le temps, mais le dernier livre que vous avez publié, vous avez mis combien de temps pour l'écrire, celui-ci? Je sais pas. J'avais fait beaucoup de documentation sur d'autres livres, notamment La chasse aux enfants. Donc là, ça a été un peu plus rapide. Un peu plus rapide. C'est quoi rapide pour vous? Hein? C'est quoi rapide pour vous? Je sais pas, je m'en rappelle plus bien. C'était en 2015 la dernière fois. Le dernier livre? Le dernier livre que j'ai publié au Cherche Midi, oui, c'était en 2015. Oui, au Cherche Midi. Oui. Depuis 2015, voilà. Et là, vous continuez toujours à écrire? Vous avez Oui, j'ai encore un manuscrit là. Je suis en train de bosser pour le Cherche Midi justement. Ça. Mais ça s'appelle Le Monde assassiné. Le Monde assassiné. C'est sur les liens entre la colonisation et le nazisme. Ah, intéressant. Oui. Ah ouais. Oula, ça c'est historique. Donc là, la nitroglycérine. J'allais dire de la haute voltige, presque. Oui. Donc là, tu as beaucoup de documentation aussi. C'est que de la documentation. C'est que de la documentation. C'est de la compilation de... Moi, je suis pas historien, mais je travaille uniquement. Mais tu as des personnages fictifs dedans? C'est un parasite des historiens. Tu as des personnages fictifs? Non, c'est un essai, une sorte d'essai. Un essai. Un bout à bout Et ça, ce que vous écrivez, que vous avez peut-être l'intention de publier, vous ne pensez pas le mettre peut-être en court-métrage ou en long-métrage? Non, pas ça. Non? Ça intéresserait personne, vous pensez? Non, mais on peut pas le... Non, plutôt documentaire. Le jouer, c'est pas possible? Le dernier, là, l'enfant en fuite, ça aurait dû faire il y avait tout pour que ça soit génial. Pour moi, c'était mon Harry Potter, c'est mon Harry Potter, quoi, l'enfant en fuite. Il y a tout dedans. Tout. Et? Zéro, un bide, un trou. Mais c'est anormal, entre guillemets. Oui. Les succès sont toujours des exceptions. Toujours des exceptions. Et peut-être que c'était pas le moment de le publier, peut-être que maintenant, enfin, de le faire, je veux dire, ce film, peut-être que, est-ce que si vous le remettez un petit peu, entre guillemets, tu sais, un peu au goût du jour. Comme j'avais fait du cinéma, je voyais la nuit, j'étais réveillé par les images. Pourquoi tu l'adaptes pas scénaristiquement? Je veux plus faire cinéma, je veux plus y retourner, j'ai trop souffert de réclamer, d'appeler. Ah, il est pas là, il est où le producteur? Ah, il va revenir. Ah, il est parti manger. Ah, il est machin. Ah, il est en rendez-vous. Oh non, j'en ai marre. C'est trop dur. C'est dur. C'est très dur. Oh, c'est d'une violence. Mais le milieu aussi, comment dirais-je, libraire, je trouve plus le terme là que je trouve plus le milieu cinématographique. Non, pas cinématographique, littéraire, pardon. Oui. Voilà. C'est aussi compliqué le milieu littéraire, c'est pas facile. Non, ça a été plus facile paradoxalement. J'ai pas fait d'efforts non plus. Au début, j'envoyais des manuscrits qui étaient refusés partout. Gallimard, Grasset, Seuil, machin, ils m'ont tous saqué la gueule. Puis par hasard, j'ai envoyé à Florent Massot, qui était un jeune éditeur, qui a accroché. Il m'a publié mon premier bouquin. Et après, j'ai publié au Castor Astral. Ah, le Castor Astral. Ouais. Ah oui. Ouais, ça existe encore, oui. Je sais pas, je crois, oui, j'espère. C'est vieux, ça, Castor vachement sympa, les mecs, super. Et puis après, j'ai republié avec Florent Massot qui a fait faillite. Il a remonté une boîte, il m'a republié un bouquin qui s'appelle Gourouland. C'est pareil, ça ferait un film là génial. Et puis un film qu'est-ce que j'ai fait après? Oh là là. Et je pense juste à un truc qui me passe en tête. Est-ce que tu pourrais pas faire des billets sketch, des billets humoristiques et politiques, par exemple, au Canard enchaîné? Frédéric Pagès, c'est un ami de 40 ans, il est rédacteur en chef au Canard enchaîné. Ah ben regarde. Il a jamais voulu il m'a jamais rien demandé, il m'a jamais voulu me prendre la moindre. Et vous, est-ce que vous lui avez demandé? Non. Ah ben voilà, c'est le moment ou jamais peut-être. Ça, tu sais, moi je sais pas, c'est peut-être là. Ah, c'est le téléphone. Parce que je sais pas pourquoi ça me vient en tête. Je le vois, le billet. Voilà. De temps en temps, j'ai des petites images comme ça qui me viennent.
Oui, Et tu vois, je ne savais pas que c'était le rédacteur en chef. Enfin, il est quasiment rédacteur en chef. Il s'occupe de la rubrique littéraire, de critique littéraire. Parce que bon, on se voit plus, on se parle plus. Cet humour politique que tu as, tu pourrais aussi, parce que c'est vrai que pour le peu, ça peut se rédiger moins longtemps que quand on est sur un travail historique. Oh là là. Et puis je suis sûre qu'il y aurait pas. Romain, hein. Bah oui. C'est un boulot de patchwork. Et ça serait ta plume. On prend une phrase là, on la déplace, puis on trouve toujours des nouvelles infos. Ah, il s'est passé ça. Ah, il s'est passé ça. Là, il faut que je raccorde. C'est ça. Il y a ça. Ah, c'est infini. C'est vrai que c'est. Je te vois bien écrire des billets humour et politique, vraiment. Oui, mais on va appeler ça des journaux. Enfin, des journaux, pardon, mais. Non, mais c'est vrai que bon. Des petits journaux. Voilà. Non, mais directement en fait, bon, c'est pas tous les journaux ou tous les magazines, mais il y en a quand même qui s'y prêtent. Où tu avais avant, c'était les dessinateurs qui avaient ou qui ont toujours leur place. Mais un billet. Moi, je suis un grand fan de Cabu, un génie Cabu. Surtout tourner à la dérision ou l'absurde ou le pain sans rire en humour politique, c'est plutôt bien, quoi. Ah oui, c'est formidable. Je suis un très très gros fan en ce moment, il y a une émission qui s'appelle la dernière sur Radio Nova le dimanche soir. Et c'est des artistes, ils sont sensationnels, c'est des jeunes, je me régale, je suis fan, quoi. Ah ouais, alors vraiment. Donc là, c'est humour politique? Ouais. Ah, c'est ça. Que de la politique, ouais. C'est vraiment des chansonniers à l'ancienne. Il y a une tradition du chansonnier. Absolument, oui, oui. Il y en avait plein avant. Tout ça. Oui, avant à Montmartre, on en trouvait plein, des chansonniers voilà. Tout. Ça a disparu. Non, et ben là, ça continue. Ça revient avec sur Radio Nova, le dimanche soir. C'est des jeunes. Ah, c'est génial, jeunes de alors. 35 ans, 40 ans. Et ils sont sensationnels. Et alors, en plus, ils bourrent, ils ont un succès, mais les gens adorent. Les jeunes sont très friands d'humour politique et tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Jean, on pourrait vous écouter des heures et des heures pour conclure l'émission. Passionnant. Quelle est votre dernière actualité, alors, si on peut dire? Je vais mourir. Bon, on va tous mourir. Comme ça, on est prévenu. Voilà. Je ne ferai pas d'erreur. Tu m'appelles quand tu es mort, hein. Voilà. Je pense que je vais devenir archi célèbre quand je serai mort. Des fois, je voudrais mourir pour voir ce qui se passe après. En vivant dans un coin pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis alors, puis hop, je deviens célèbre. Et alors, puis alors après, je l'avais dit. Je l'ai connu. Même je l'ai connu. Mais c'est bon, là. Alors, plus sérieusement. Non, mon actualité, c'est ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Le monde assassiné, là. Voilà, le monde assassiné, donc. De finir. Je croise les doigts pour que le Cherche-Midi me publie. J'ai une chance sur 1000, quoi. Dans les maisons d'édition, oui, c'est très dur. Dans le monde merveilleux de les maisons d'édition. Il me refuse tous mes manuscrits parce qu'il me dit, de toute façon, ça ne se vendra pas. Donc, moi, ce que t'écris, c'est bien, mais ça se vendra pas. Je peux pas te le publier. Mais la preuve, regardez. Je vais perdre de l'argent avec toi. Mais Harry Potter, ça devait pas se publier, ça s'est publié. Mais ça, oui. Donc on peut pas franchement dire ça se vendra pas. Je pense que c'est une erreur. Il est souverain, c'est le patron. C'est lui qui décide. C'est lui qui a la carte. C'est sûr. Donc on s'incline. Moi si je suis pas content, j'ai qu'à monter une maison d'édition. Bon, voilà. Mais je le fais pas. Bon alors. S'autodicter soi-même. Oui, mais c'est compliqué. Il faut accepter le diktat. Il a peut-être raison en plus. Peut-être que si j'étais éditeur, je me publierais pas. Peut-être. Parce que je suis un peu d'accord avec lui que dans les conditions actuelles non mais c'est triste alors. Non mais c'est triste d'écrire et puis de dire quelque part je suis d'accord peut-être avec lui. Non, je pense que c'est commun à tous les auteurs de savoir qu'ils peuvent écrire sans que ça soit ou édité ni bien vendu. Par contre, quand c'est un désir profond d'écrire, tu écris. Ah bah oui. Oui, mais c'est dommage. Moi je dis c'est dommage de se dire peut-être que ça met déjà, je trouve, une petite barrière, tu vois, Non, je pense que c'est au contraire, moi je mettrais pas, personnellement. Ça t'empêche pas d'écrire. Oui. Mais pour le peu, c'est à prendre en considération. Et je trouve qu'il a une philosophie. Ouais, mais moi je préférais que ça soit publié, franchement. Mais on va te le souhaiter. C'est deux choses séparées en gros. C'est-à-dire que c'est une pulsion artistique, une pulsion d'inspiration, un désir d'expression. Et l'édition, c'est une transformation commerciale. De quelque chose qui est voilà.
qui vient de soi comme ça, un désir d'expression, il peut y avoir corrélation avec un produit commercial, de le transformer en produit commercial. Un tableau, ça peut devenir une vente. Si c'est Picasso va peindre sa copine ou son voisin ou son enfant, puis paf, ça va se vendre des millions, quoi. Et puis 10 000 peintres vont faire la même chose et ça vaudra 0. Et ça vaudra, voilà, il y a 40, je crois qu'il y a 30 ou 40 000 peintres en France, voilà, et dans la peinture c'est pareil, dans la musique c'est pareil. Dans tous les arts, de toute façon, dans tous les arts. Oui. Un succès, les gens, le public voit les succès se succéder comme ça. On dit, il y a machin, ça, voilà, ça a marché. Mais en fin de compte, c'est toujours exceptionnel. C'est très bizarre. C'est toujours, c'est unique un succès. C'est exceptionnel. C'est une surprise. C'est toujours une surprise. C'est un plus. Oui, on s'y attend pas. Des fois, c'est vrai qu'on s'y attend pas. Et c'est souvent ça surprend toujours. C'est souvent surprenant. D'ailleurs, souvent dans les déclarations des artistes, ils disent, je suis étonné. Le premier est étonné. Le type qui a fait un petit quelque chose en plus là, la comédie là, Artus, et c'est ce qu'il dit en premier. On l'a interviewé. Alors, vous vous rendez compte de succès, les 14-15 millions de spectateurs. Alors, c'est votre premier film, vous faites 15 millions de spectateurs. C'est vrai qu'il a... Et il répond, je m'y attendais absolument pas. Je suis totalement sidéré. Parce qu'en plus, c'est sur un sujet... Le petit quelque chose en plus. Le petit quelque chose en plus. Vous voyez le sujet? Ça fait 0 spectateurs. C'est vrai. C'est vrai qu'à la base, un peu moche, bobo, truc, en train de faire des trucs. Qu'est-ce qu'il va aller voir ça, payer pour aller voir ça? Et ben voilà. Et puis, mais j'ai payé pour aller le voir, mais c'était. Il a trouvé. Comment transmettre par ces gens-là des émotions. C'est pas un calcul. C'est venu de ses entrailles, quoi. C'est un artiste. Il exprime. J'ai envie de raconter ça. Moi, je suis producteur. Je fais pas un rond là-dessus. Voilà. Bon, c'est pour ça que je suis pas producteur. Voilà. Faut savoir accepter d'être mauvais. Jean-Hugues, où est-ce que les gens peuvent vous suivre? Me suivre? Oui, sur les réseaux sociaux peut-être. J'en fais plus de vidéos TikTok en ce moment. Parce qu'à cause du manuscrit que je fais, c'est trop spécial. Beaucoup de temps. Donc peut-être après j'en referai, je sais pas. Et puis non, je fais plus de spectacle, je fais plus de théâtre, je fais plus de cinéma, je fais plus rien. En gros, je suis has-been. Bon. Non, boomer. Et sur ce, on va se quitter. I'm the dead, I'm dead. Je suis un mort vivant. Je suis pas encore mort. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Pas encore mort. Merci Jean-Hugues d'être passé à Top TV. Pardon, il fait bégayer maintenant. Sur l'instant Régine. Merci Patricia. Merci Régine. Merci Lim, et ravi de t'avoir retrouvé. Ouais, toujours aussi belle. Hein. Merci. Oui. Moi quand je la vois toujours quand elle avait 25 ans. Ouais. C'est bien. Alors, je te montrerai la photo à 25 ans. Si tu me vois quand même. Elle cartonnait. Tout le monde était là. Mademoiselle, donne-moi ton 06. Mademoiselle. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.